J'ai à mes côtés ce soir pour discuter de tout cela Didier Heinz, qui est architecte et designer, qui interviendra en seconde partie de soirée, et Pascal Leguet, anthropologue, ethnologue et urbaniste. Vous êtes chercheur également, et vous avez vous menez une réflexion depuis de nombreuses années sur les enfants de 7 à 13 ans et comment faire sortir l'enfant de ce carcan d'être oublié de la ville. Je reprends vos propres termes, puisque c'est le titre de votre intervention. Alors, comment vous faites, vous, au quotidien, avec votre double casquette et dans votre travail, pour impliquer les enfants à la réflexion urbaine? Je vous laisse la parole. Donc, bon, je suis anthropologue, ethnologue, mais c'est un peu comme sociologue, sauf qu'on prend en compte différentes données qui ne sont pas forcément tout à fait abordées de la même façon avec les sociologues. L'enfant, l'oublié de la ville, ça c'est sûr, quel que soit l'âge. Je me suis aperçue, en travaillant sur la ville avec toutes les générations, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait une génération, pour moi, qui m'est apparue particulièrement oubliée, c'était les 7-13 ans. C'est-à-dire que bon, je pense qu'effectivement, il y a une problématique d'enfants dans la ville, mais cette génération qui ne dure pas très longtemps, c'est-à-dire, elle est quand même pas assez regardée, écoutée. Pour moi, ce qui m'importe, c'est en fait, quand je travaille, c'est d'accompagner les enfants de ces générations, 7-13 ans, de leur demander de me faire découvrir leur ville. C'est-à-dire que, en fait, je me rends compte, quand je travaille avec eux, c'est qu'il y a, nous, notre regard d'adulte sur le monde urbain, et sur le monde urbain destiné aux enfants, mais eux, ils ont une façon d'appréhender cet espace urbain qui leur est propre. Alors, je vais essayer de vous raconter, en fait, leur quotidien ordinaire, je dirais, quand je fais des études et que je travaille avec des architectes, des urbanistes, etc. J'essaye de faire en sorte qu'ils intègrent dans leur conception urbaine ou dans leur transformation urbaine ces données en rapport avec les modes d'habiter de cette génération des 7-13 ans, parce que ça a des résonances, vous le verrez, je le conclurai comme ça, sur ce qu'on est nous en tant que piétons. Parce qu'en fait, j'aborde là la problématique du piéton. Alors, je vais commencer. Donc moi, ce que je précise, c'est que quand je travaille, en ethnologie, on appelle ça faire du terrain, c'est-à-dire qu'on travaille avec les gens dans leurs lieux, dans leurs espaces de vie. Leurs espaces de vie, ça peut être chez eux, un logement, ça peut être leur lieu de travail. Et en l'occurrence, là, leur espace de vie, de proximité de leur maison, c'est pour les enfants la rue. La rue, l'espace du jardin. Je commence avec eux souvent dans un lieu où je leur explique ce pourquoi je travaille, comment je vais travailler, pourquoi ça les concerne. Et après, je les invite à me faire découvrir leur monde. J'ai à la fois dans ces démarches, une démarche de discussion, mais surtout d'écoute de leurs propos. Et je suis aussi dans l'observation, parce que c'est extrêmement important. Ils livrent beaucoup de choses dans le mouvement. Et puis, au milieu de leur discours, il y a aussi des non-dits, mais voilà, il faut les saisir. Alors, je vais reprendre juste pour introduire un petit peu, très rapidement, l'histoire de l'enfant dans la ville. L'enfant dans la ville, il n'était pas nécessairement comme l'enfant qui vit aujourd'hui. Alors je rappelle des propos un petit peu d'un historien qui est Philippe Ariès. C'est assez intéressant là c'est un article que je présente là, c'est assez intéressant de lire ce genre de choses sur l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas dans le temps,
Donc au XVIIIe siècle, par exemple, eh bien, l'enfant vivait comme les parents dans la rue. Il vivait dans tous les lieux que fréquentaient les parents, aussi dans les cabarets, sur les places. Il assistait à tous les événements et on ne se rend pas compte de ça. Alors on dit toujours qu'il y a effectivement eu des enfants qui ont été retirés de la ville et ont été placés dans les campagnes, mais la majorité des enfants étaient quand même occuper le monde urbain au même titre que les adultes. Et ça, c'est à savoir. Et en fait, au 19e, avec l'arrivée d'une nouvelle population, ce qu'on va appeler une population bourgeoise, on va demander aux enfants de s'installer dans les logements. On va moins les autoriser à pénétrer dans la ville et à jouer dans la ville. Alors, bien sûr, ça va perdurer encore dans les milieux, surtout les milieux populaires. Les enfants vont continuer à aller dans la ville. Et là, je vous apporte des images de Tati, dans Mon oncle. Et ça, je vous invite à voir ce film parce que c'est assez remarquable, où on voit en fait effectivement ce phénomène de l'enfant dont les parents vont s'installer dans une maison de banlieue qui va être un pavillon, en fait, bon, avec à la façon de lecture c'est un peu plus qu'un pavillon, mais à la façon de lecture de Tati. Et puis, il y a les enfants qui vivent dans la rue pour l'essentiel de leur temps. Et en fait, c'est vrai que ces enfants, bientôt, ils vont à l'école. Et tout ça se construit au cours du 19e et du 20e siècle. On s'aperçoit que progressivement, on va inviter l'enfant à quitter la rue. On va même la lui interdire. Et puis, il y a un élément routier, je dirais, qui va devenir l'élément roi, où ça va devenir la reine de la rue, c'est la voiture. Et ça, c'est très bien exprimé dans ce que disent les enfants précédemment, c'est que en fait, la raison pour laquelle ils ne vont pas échapper au système d'obligation de rester sur le trottoir ou de ne pas pouvoir jouer dans la ville, c'est qu'il y a la voiture. Donc on va y revenir. D'ailleurs, bon, là on l'entend, ils disent jouer, pas tous sous cette forme, mais moi j'ai un enfant qui m'a dit jouer dans la rue, c'est pas possible, c'est trop dangereux. À partir de ce tout petit résumé historique, je vais vous inviter maintenant à suivre les 6, 7, 12, 13 ans. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce que dit un enfant, d'ailleurs, il est un préadolescent. Et les 6-7 ans, ce sont les enfants qui ne vont plus aller dans les aires de jeu qui sont prévues pour eux dans les jardins, parce que c'est pour les petits. Mais donc, ils se retrouvent à jouer éventuellement dans l'espace jardin qui est clos. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que quand ils commencent à plus être sous la tutelle totale des parents, ils demandent à pouvoir à la fois demeurer, ça je vais y revenir, demeurer dans la proximité parentale, mais ne pas trop s'en éloigner. Et donc, là, on voit une photo de Doisneau, que vous connaissez certainement. Et donc, c'est les années 50, où les enfants sont encore dans la rue, pour un certain nombre d'enfants, dans les quartiers, en l'occurrence, soit banlieue, ou soit les quartiers nord de Paris, ouest. Et là, la seconde photo, c'est un espace de jardin qui est dans le 14e. Et en fait, ça m'intéresse toujours, parce que c'est pas très loin de chez moi, je vois toujours les jeunes enfants ou les préadolescents qui ont entre 7, 8 ans et 12, 13 ans. En fait, ils s'installent tout près du jardin, c'est-à-dire près de leurs aînés, mais, ou des parents qui les gardent, etc. Mais ils ne sont pas non plus dans le jardin. Ils ne veulent plus être trop vus. Voilà. Alors, moi, ce que je vois au niveau historique, et ce que je vous l'ai raconté, les enfants sont dans la rue. Je ne dis pas que la rue n'est pas dangereuse.
Elle était dangereuse. Mais en réalité, aujourd'hui, on voit bien que, et ça depuis des années, on commence à peine à effleurer cette réflexion. La ville n'est pas pensée pour les enfants piétons. Et surtout, je m'aperçois quand je suis avec eux qu'elle n'est pas pensée à leur échelle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et je vous invite d'ailleurs, en tant que parent ou à personne qui s'occupe de ce genre des enfants ou ce genre de génération, à parcourir la ville avec eux. Quand je vous raconte juste des petits exemples, je travaille dans des quartiers très divers. Hein. Par exemple, au Val-Fouré, j'ai travaillé dans 2 écoles. Donc c'était sous l'égide de l'EPAMSA, donc c'est un organisme communal, et avec autorisation bien sûr du système scolaire. Donc il y a un enseignant qui, dans ces cas-là, a l'obligation de m'accompagner avec les enfants de l'école. Et donc la première fois où je sors avec les enfants, je les ai rencontrés une fois précédemment, j'ai expliqué ce que je faisais, mais la deuxième fois, j'ai invité et j'ai demandé à ce que je puisse aller dans leur ville. Ce que j'appelle leur ville, en fait, c'est leur quartier. Et je fais toujours ça. Hein. Et là, quand les enfants commencent à parcourir la ville, eh bien, moi, je les suis, je leur dis, je vais vous suivre. Ils prennent le feu rouge, le passage clouté, et ils sont très respectueux des règles urbaines. Donc, conclusion, ils les connaissent parfaitement. Quand j'arrive de l'autre côté, après avoir traversé la rue, donc il y a eu un feu, un passage clouté, là, je leur dis, écoutez, je vous propose une chose, j'ai vu que vous saviez comment ça fonctionne, mais maintenant, moi, vous allez m'apprendre votre ville, je ne la connais pas, et c'était vrai, et vous allez prendre les chemins que vous avez l'habitude de prendre. C'est-à-dire que j'ai bien compris que vous respectiez les règles, mais moi maintenant, je vous invite à me guider dans vos lieux de vie. Alors là, on s'aperçoit que le monde urbain, il n'est pas assez bien conçu par rapport à l'enfant dans la ville, et je conclurai donc par rapport aux piétons. Alors là, je m'aperçois d'une première chose, c'est que la ville, elle n'est pas à leur échelle de vision. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas, c'est un peu ça. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un peu ce que résument les enfants dans leur discours précédent. Ce n'est pas les bois. En fait, les bois sont la rue, sont la ville. Et donc, promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Et ben, la voiture, c'est un peu le loup. C'est le danger et c'est le lieu de la peur. Donc, je dirais qu'il y a un comparatif qu'on pourrait essayer de mener. Alors, pour la photo suivante, la rue n'est pas à leur échelle de vision. Il y a une chose, c'est que quand on traverse une rue avec eux, et puis il y a des études qui ont été menées, on s'aperçoit qu'ils apprécient mal la distance. C'est-à-dire qu'ils apprécient mal la distance par rapport à ce qu'ils vont traverser, par rapport au véhicule qui va arriver, mais aussi la vitesse du véhicule. C'est quelque chose qui est très difficile à apprécier pour eux. Le temps d'approche des voitures et son champ de vision, en fait, quand on regarde les informations qu'on peut recueillir sur le sujet, son champ de vision est inférieur à celui de l'adulte. C'est-à-dire qu'un enfant qui a à peu près 8 ans, d'après ce que j'ai compris, son champ de vision est à peu près à 70 degrés de perception de ce qui peut arriver autour de lui, alors que l'adulte, on a 180 degrés de perception. Donc ça, déjà, ça montre que la conception urbaine devrait aussi prendre en considération ces populations. C'est à Barcelone, ça m'a assez intéressée. Je suis allée faire un topo sur l'enfant de la ville. Et en fait, ça m'a assez intéressée parce que ça rappelle quand même cette problématique du piéton par rapport au véhicule. C'est que là, c'est en catalan, mais ça veut dire
Faites attention en traversant, on ne voit jamais ça en France, hein, mais faites attention en traversant, la traversée de la rue est dangereuse et mortelle. Et donc, on voit bien que c'est une problématique qui est française, mais qui est aussi à regarder dans tous les contextes urbains, hein, et à considérer dans tous les contextes urbains. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'enfant, par rapport à l'échelle de vision, il est souvent trop petit, et cette image le rappelle, pour être vu. Et donc, il est beaucoup plus exposé aux dangers urbains que même nous, adultes. Mais alors là, c'est une mise en garde qui est destinée aux piétons. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, encore une fois, c'est l'alerter lui en tant qu'usager faible de la dangerosité de la situation et de la confrontation avec le véhicule, en fait. Oui. C'est pas, finalement, on pourrait se dire que ce qui serait intéressant, c'est de porter cette information aux automobilistes pour qu'ils fassent plus attention. Alors, en fait. C'est que là, on a un renversement d'une logique. Voilà. On est complètement dans la logique qui... Absolument. Je trouve que c'est un peu... Enfin, c'est des choses de conclusion que je pouvais apporter, mais qui sont à signaler dès le départ. C'est qu'en fait, on voit bien qu'on demande aux piétons d'être vigilants là où on ne le demande pas forcément à l'adulte. Et moi, qui habite le 14e, je traverse la rue Didot, un passage clouté de façon régulière. Eh bien, il y a tous les passages cloutés actuellement où il y a un feu. Ils ont posé des feux absolument pratiquement à tous, sauf un passage clouté. Et les voitures ne s'arrêtent quasiment jamais. Donc, s'il y a des enfants ou s'il y a une personne âgée, très souvent, je commence à traverser pour essayer de les arrêter et j'indique avec la main qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Mais en fait, ça parle de nous. C'est-à-dire que le problème, c'est que souvent, on a un discours en tant qu'adulte par rapport à des situations que l'on peut observer, mais nous-mêmes, quand on est en voiture, on peut ne pas être dans l'observation de ce qui est en train de se dérouler. Et on ne ressent pas la nécessité de laisser le passage. Alors, la ville, elle est aussi, et c'est ça qui est assez intéressant, et ça revient à tout ce que je viens de raconter, c'est qu'elle n'est pas à leur échelle de distance. Quand on parle de l'enfant, mais aussi, je dirais, de nous-mêmes, c'est-à-dire des adultes, il faut quand même qu'on réfléchisse au fait que la distance pour le piéton dans la ville, elle se joue et elle se dessine toujours à partir de son logement. Et ça, je crois que pour les enfants, c'est pas toujours bien posé. Nous, on l'imagine difficilement. D'ailleurs, dans les rapports, souvent, on ne le considère pas comme tel. Mais en tous les cas, par rapport à l'enfant, c'est important à poser. La ville, pour eux, elle démarre depuis chez eux. Quand je travaille avec les 7, 12, 13 ans, enfin 6, 7 ans, je me suis aperçue que les enfants de primaire, je dirais, et les enfants de collège, au début de collège, n'ont pas tout à fait le même rapport à la ville, même s'il y a beaucoup d'éléments qui sont communs dans leur regard sur la ville. Et ça, c'est aussi assez important à considérer. C'est souvent, je trouve, dans les propos en rapport à la ville et l'enfant, on a une espèce de généralisation sous le terme d'enfant. On ne voit pas qui est là. C'est-à-dire qu'il y a des enfants petits dont on va vous parler. C'est important de les considérer. Après, l'adolescence, ça c'est un autre phénomène, mais les enfants, même entre 7 et 13 ans, c'est-à-dire collège, école primaire, collège, ne se comportent pas tout à fait de la même façon. Alors pour les primaires, dans toutes les communes où j'ai pu travailler, les petites, les grandes, etc., donc à Paris, je me suis aperçue que les déplacements seuls et à pied est très limité, et si ce n'est pas autorisé. Ils ont une très très faible autonomie dans la ville. Et pour moi, au travers de ce que j'ai pu observer dans la majorité des endroits où je suis allée, il y a quelques endroits que j'ai pu visiter où j'ai été un peu étonnée sur la possibilité de déplacement, mais en général,
l'amorce du rapport un peu seul de la ville, c'est à partir du CM2, dans l'année du CM2. Et ça, c'est à considérer parce que quand on discute, on s'aperçoit que les parents, au moins par exemple à Paris, n'autorisent pas les enfants à traverser la rue. À l'amorce du CM2, ils commencent à lui apprendre et à lui autoriser à traverser seul la rue. Mais il traversera au passage clouté et il traversera là où il y a quelqu'un qui pourra éventuellement l'aider à traverser. Et ça, c'est assez intéressant. L'enfant du primaire, quel que soit le quartier, quand il va à l'école, par exemple, il est accompagné soit de ses parents, soit d'adultes, soit du groupe d'un enfant un peu plus âgé que lui. Et ça, donc il y a une espèce de responsabilité de la part de l'enfant qui l'accompagne. Ce que j'observe aussi, c'est que, et ça c'est principalement en province, bon à Paris ça se fait, mais c'est principalement en province, les enfants tendent à être, même sur une petite distance, quand les parents ils habitent à une petite distance, les enfants tendent à être déposés en voiture à l'école de primaire. Et ça m'a toujours énormément surprise, parce que il y a quelque chose qui là pose question sur les aménagements devant l'école, le fait que on s'aperçoit que la conception, par exemple, urbaine d'un certain nombre de la majorité des écoles ne prévoit pas de laisser un espace devant l'école qui puisse permettre un accès aisé des enfants dans l'école. Et ça, c'est assez important. Alors, je vous invite surtout à aller devant les écoles primaires matin et soir. Parce que là, vous allez très très bien comprendre, enfin, je ne sais pas, il y a des parents qui sont là, hein. Je crois que vous allez très très bien comprendre la problématique Alors, à Paris, c'est un peu différent. Les parents, ils accompagnent à pied, pour beaucoup, parce qu'ils reprennent après, souvent, les transports en commun, ou même, c'est un peu différent. Mais en province, c'est assez une lecture que vous allez pouvoir avoir. Voilà. Alors, après, il y a les 11-13 ans, donc les jeunes collégiens, c'est le début d'indépendance. Alors là, ça m'a beaucoup intéressée parce que la première fois que j'ai travaillé en 1994 sur l'enfant dans la ville, c'était pour un organisme qui s'appelle la SIC. Donc c'est un organisme de la Caisse des dépôts qui a des logements sociaux. Et j'ai travaillé pour l'enfant dans la ville, c'était donc la première fois. Et je suis allée un peu dans 10 régions, dans 10 lieux différents. Et là, je me suis aperçue que le rapport des enfants à l'urbain était... ça marquait le début d'indépendance et que selon les villes, selon les schémas urbains, ça ne se dessinait pas forcément tout à fait dans le même rapport. Alors, ma grande surprise, je vois que... là, vous voyez, il y a des schémas. À Paris, voilà, à Paris, ce que je veux essayer de montrer, en fait, l'école primaire, les enfants à l'école primaire mais vraiment très très près du logement, pour une règle générale, hein. Bon, il y a des enfants qui vont aller dans d'autres écoles par choix parentaux, mais en règle générale, l'école communale, je vais faire une précision, est vraiment, je dirais, à un trottoir, ou à une rue, ou au maximum 2 rues du logement. Il est intéressant de voir que donc l'enfant va pouvoir accéder à pied sans difficulté. Et on s'aperçoit aussi que les enfants parisiens, quand ils se déplacent dans la ville, en fait, ils se déplacent, là je parle seul, ils se déplacent dans un rayon urbain très étroit. En revanche, quand les enfants arrivent en 6e, et là, c'est très intéressant, ils commencent à gagner la vie, à avoir une forme d'indépendance. Je suis désolée, hein, ils commencent à avoir une forme d'indépendance
qui leur fait échapper à la tutelle parentale en quelque part. Ils vont prendre le bus au besoin pour aller à l'école, ou ils vont y aller à pied, mais ils vont vraiment échapper à la tutelle parentale. On s'aperçoit que l'école communale, la petite école communale, l'école primaire, est souvent conçue de façon à être dans la proximité du logement. Donc les enfants vont pouvoir être accompagnés. C'est là où ils vont aller. Le collège demeure dans la proximité. Et en fait, pour la majorité des enfants, ils vont peu sortir de leur espace urbain. C'est tout ce qui est rayé. Ils vont peu sortir de leur espace urbain, je dirais, le plus proche. C'est 100 mètres à peu près. Paris, les enfants sont centrés sur leur espace premier. Et après, ils vont partir dans la ville, plus personne ne va les contrôler. En gros, c'est ça. En revanche, par exemple, à Marseille ou à Sarcelles, etc., on s'aperçoit que l'espace premier, le collège, bon, ça va être tout près, ou le logement, mais en réalité, ils ne vont pas beaucoup s'éloigner de chez eux. Alors, à Lyon, moi, ça m'a beaucoup intéressé, Lyon, parce que, en fait, je suis allée principalement à Lyon. Alors, il faut vous dire que quand j'ai fait cette étude, j'ai demandé à ne pas travailler que dans les quartiers en difficulté, comme on dit. C'est-à-dire que, bon, il y avait Sarcelles, qui était une zone de Sarcelles qui était plutôt problématique. Marseille, c'était les quartiers nord, donc avec tous les problèmes que cela peut poser. Les enfants de cette raison sont des enfants qui posent pas réellement au moins pour ceux que j'ai rencontrés, de problèmes premiers. Ça s'amorce vers 12-13 ans, je dirais. Alors à Lyon, comme on m'a proposé un quartier résidentiel, j'étais entre Saône et Rhône et Saône, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire dans un quartier extrêmement résidentiel. C'était intéressant. Parce que là, je me suis aperçue, quand j'ai présenté ce travail, c'était important pour moi de le préciser, parce que je me suis aperçue que pour ces enfants vivant dans un quartier résidentiel, avec des familles qui étaient avec une certaine aisance économique, pour la majorité en primaire, c'est certain, ils étaient accompagnés pour aller à l'école. Et au collège, début de collège, il est vrai qu'on leur offrait la possibilité d'avoir des activités ou d'aller à l'école éventuellement en transport en commun, en bus, mais très très souvent les parents les accompagnaient en voiture. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Maintenant, dans le système d'analyse que j'ai pu faire par rapport à tous ces lieux de vie, c'est qu'il y avait une constante quand même dans les comportements des enfants, jeunes et un peu moins jeunes, c'est qu'il y avait des constantes, qu'ils soient de quartiers en difficulté ou qu'ils soient de quartiers résidentiels. C'était ça que je voulais essayer de montrer, c'est qu'on a quand même des constantes. Et parmi ces constantes, tout à l'heure vous avez vu une photo avec les enfants qui étaient sur le devant du jardin public. Parmi ces constantes, ce qui est important à considérer, c'est qu'en fait, on a des représentations, et c'est dans les choses que je vais aussi continuer à exposer, mais on a des représentations que, par exemple, dans les quartiers dits en difficulté, je vais dire les quartiers nord de Marseille, souvent Sarcelles, on en parle moins maintenant, mais a été présenté comme tel, le Val-Fouré, etc., les enfants seraient abandonnés. En réalité, non. Les enfants ne sont pas abandonnés. Les enfants intègrent fort bien qu'ils ne sont pas autorisés à aller au-delà d'un certain espace. En fait, ce qui est important par rapport à ces enfants, c'est qu'ils demeurent, quel que soit l'âge avant de l'adolescence, sous un terme que j'ai beaucoup apprécié, je dirais, quand j'ai travaillé à Marseille-Nord, sous l'œil collectif. C'est-à-dire que dans des quartiers en difficulté, on s'aperçoit que
les enfants sont pas... quand ils sont tout petits, ils descendent. Effectivement, ils sont au pied de l'immeuble. Et on a l'impression qu'ils sont abandonnés au pied de l'immeuble. Et un jour, j'ai donc travaillé au Val-Forêt. J'étais avec les enfants un matin d'école et il y a un enfant, bon, on faisait visiter les lieux de vie et on passe devant un immeuble. Il y avait quelques femmes qui étaient devant une porte et pour moi, il n'y avait personne dans les étages qui regardait. Mais cette femme, d'un seul coup, j'ai vu apparaître une femme à une fenêtre qui a interpellé un des garçons, des enfants qui étaient avec moi, dans sa langue d'ailleurs, et qui l'a interpellé en gros, qui lui disait, parce qu'après j'ai eu la traduction, qui lui disait « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es à l'heure d'école, tu n'as pas le droit d'être là. Qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle était très, très mécontente. Et en fait, cette femme n'était pas à la fenêtre. C'est les femmes du bas, qui étaient en bas, qui l'ont avertie. Et c'est en ça que c'est un œil collectif. Et les enfants, contrairement aux représentations qu'on a, ces enfants, dans ces quartiers, ne sont pas abandonnés, ne sont pas livrés à eux-mêmes. Maintenant, dire qu'ils ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, c'est autre chose. Voilà. Alors, c'est que, donc à Paris, on voit que les enfants circulent, voilà, à partir de la 6e, ben, on les perd. C'est un peu ça. Ce qui m'a surpris aussi, c'est en travaillant dans des quartiers, dans des petites communes en province, ou dans des logements ou des zones pavillonnaires, on s'aperçoit que bien, les conceptions urbaines à partir des années 60-70, bien, les enfants ne s'éloignent pas forcément beaucoup de leur lieu de résidence. En 6e, ils vont à l'école en bus, en voiture. Ils n'ont pas tellement d'autonomie. Voilà. Sinon, je me suis aperçue donc d'une chose, c'est que la conception urbaine des 40 dernières années, finalement, invite peu l'enfant piéton solitaire. C'est ce que viennent de raconter les enfants au départ. Donc, comme ils l'ont bien expliqué, eux, les enfants, la voiture est prioritaire. Il y a aussi autre chose, c'est que en fait, les distances qu'il parcourt seul à pied se limitent à ce qu'il peut parcourir sans fatigue. Et ça aussi, c'est à considérer dans les déplacements des enfants piétons. La deuxième chose, c'est que les lieux où ils se rendent, c'est les lieux qu'ils connaissent. Le pré, là, tout précédemment, il y avait Le pré, c'est ce qui est connu pour eux. Quand on discute avec les enfants, en fait, ils vous disent « ça, c'est près de chez moi ». Mais en fait, le près de chez moi, c'est ce qui est connu. C'est là où je me sens chez moi, disent certains enfants. Le loin, c'est l'inconnu. C'est ce qui leur fait peur. Et ça, c'est assez important. Et le loin, c'est là où je me sens seule, où c'est dangereux, voilà des propos d'enfants, là où je ne connais personne. Alors, c'est assez intéressant parce que je me suis aperçue en me déplaçant avec les enfants et en les laissant m'emmener, c'est que le pré, c'est chez la grand-mère qui est à 2 rues de chez eux. Et puis, le loin, c'est aussi à 2 rues de chez eux, mais ils ne connaissent personne. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans le discours de la multitude des enfants que j'ai pu rencontrer, quel que soit le quartier. La perception du proche pour l'enfant, je crois que c'est à pied. Ouais, c'est la perception que j'en ai par rapport à ce qu'il raconte. Parce que les images qui sont produites, à moins que vous le fassiez parfois à pied ou parfois en voiture, donc là, il a une représentation de la distance, mais la représentation de la distance, elle est piétonne pour eux. C'est très difficile, la voiture, comme perception de distance. Alors c'est vrai que, si c'est 5 minutes, c'est rapide. L'école, c'est un lieu familier. Mais l'école, l'entre-deux, voilà, c'est un peu un inconnu. Voilà. Donc, il y a la problématique de la représentation de l'adulte aussi, par rapport au pré, au loin.
ce qui fait peur, ce qui ne fait pas peur. Et c'est un des gros... pour moi, c'est une des grandes questions qui est à poser. C'est-à-dire l'adulte est une représentation de la ville, de l'enfant dans la ville qui lui est propre. Alors, je dirais qu'au travers de ça, comme on le voit, c'est être près ou loin, ce n'est pas seulement une question de distance objective, c'est aussi une distance affective. Alors, je vous raconte là les codes que l'on donne aux enfants par rapport aux les interdits qu'on peut poser. Mais moi, il y a aussi une chose que les enfants m'ont appris quand je me suis déplacée avec eux, c'est aller au plus vite ou le chemin du plaisir. Alors, il y a deux choses. Ça se traduit aller au plus vite. Je m'aperçois que le matin, dans nombre de quartiers, surtout pour les collégiens, aller au plus vite, c'est le matin, c'est prendre le chemin le plus court. Donc le chemin le plus court, on va traverser en dehors des passages cloutés. C'est parce qu'on a besoin d'aller très très vite, parce qu'on est en retard à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui est à signaler. Les feux ne sont pas respectés. Enfin, les passages cloutés avec feu ne sont pas respectés. Et ça laisse entendre qu'il faut certainement réfléchir en fonction du piéton, pas forcément que de l'enfant, mais réfléchir au positionnement des feux et des passages cloutés, non plus en fonction de la voiture, mais en fonction du piéton. La deuxième chose, c'est hors temps scolaire. C'est-à-dire que ça, le matin, on part à l'école, il faut aller vite. Mais hors temps scolaire, hors du regard des adultes, eh bien, le chemin que l'on va prendre et qui fait que on va pas forcément passer là où on est autorisé à passer, c'est le chemin du plaisir. Et le chemin du plaisir, les enfants, moi, ils m'ont fait parcourir des endroits extraordinaires. Ils respectent absolument pas les obligations urbaines. Alors, je ferai remarquer aussi qu'on demande aux enfants de respecter les obligations urbaines, c'est-à-dire les passages cloutés, les feux, etc. Mais nous, les adultes français, on ne les respecte pas. Et les parents non plus. Donc comment voulez-vous qu'un enfant qui est censé respecter arrive à comprendre à un moment donné où il prend une certaine indépendance les schémas qu'il doit respecter? Il y a aussi une chose, c'est que la ville, et il y a un des enfants qui l'exprime vers la fin, il y a quelque chose qui est par rapport à la peur de la ville, par rapport au plaisir de la ville, mais la ville, elle se joue beaucoup sur le mode imaginaire. Et c'est un peu exprimé, je trouve, dans ce que les enfants ont évoqué tout à l'heure. Et ça, c'est aussi à considérer. C'est-à-dire qu'ils se construisent une ville qu'on ne soupçonne absolument pas. Et quand on se voyage avec eux, parce que c'est vraiment ça, on s'aperçoit que c'est comme ça. Moi, je me suis aperçue qu'il y avait des sortes d'itinéraires initiatiques qui sont pratiqués par les enfants dans la ville. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce que j'aurais jamais emprunté ces mêmes chemins. Je les aurais pas vus comme eux. Et ces itinéraires initiatiques, ils ne sont pas selon une logique qui est la nôtre. C'est que les enfants, par exemple à Marseille-Nord, il y a des enfants qui m'ont emmenée pour voir une maison parce que le jardin était pour eux particulier. Il y avait des personnages extraordinaires, il y avait des personnages qui étaient comment on s'appelle, des nains de jardin, mais il y avait aussi une organisation du jardin qui leur plaisait. Ils ne connaissaient pas le monsieur, d'ailleurs on a eu grâce à... J'étais là, ça a permis, le monsieur était dans le jardin, ça a permis qu'on discute. Ils ne connaissaient pas le monsieur, mais les enfants, quand ils rentraient de l'école, ils faisaient un détour pour passer devant le jardin. Et ça j'ai trouvé que c'était intéressant, parce qu'on ne soupçonne pas, nous, ce genre de choses en tant qu'adultes. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils vivent la ville en mouvement. Alors, au plus vite, donc, au plus court. Avec le chemin du plaisir, c'est l'enfant piéton. Et ça, il faut prendre en considération. Il y a un interdit, mais il faut savoir que quand même, les enfants s'autorisent une ville qu'on ne soupçonne pas. Ils s'autorisent des mouvements dans la ville qu'on ne soupçonne pas et qu'on n'autorise pas en tant qu'adulte. Mais il faut savoir aussi que c'est une amorce pour grandir. Et le problème de la ville actuelle, c'est que l'enfant est peu invité à
pouvoir être libre dans la ville, parce que la ville, elle n'est pas conçue comme ça. Alors, avec les 7-13 ans, on perçoit combien le monde urbain a oublié de s'adapter à l'enfant, qu'on demande tout le temps à l'enfant de lui s'acclimater à la ville que nous, adultes, on a conçue. Et ça pose un sacré problème. Et surtout en conclusion, je dirais que penser à la ville pour l'enfant piéton, en fait, c'est penser la ville future pour tous les piétons comme étant prioritaire dans la ville. Et ça fait des années que je le développe. Et malheureusement, la France, qui est a du mal encore à amorcer cette logique, mais encore faiblement. Voilà. Merci. Merci, Pascale Leguet.